Le début d'année a réellement été excellent sur les marchés financiers. Les bourses sont sur des plus hauts historiques, l'or flambe, les cryptos également, et tes liquidités ne t'ont jamais autant rapporté. Mais ces dernières semaines, les signaux d'alerte se multiplient et le spectre de faillite bancaire en cascade refait surface. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, plusieurs banques américaines s'étaient déclarées en faillite. C'est un vent de panique dans le milieu bancaire. 3 banques américaines sont allées au tapis en moins d'une semaine. Dernière en date, la banque des startups californiennes. En une journée, 42 milliards de dollars ont été retirés, suffisant pour mettre à terre la Silicon Valley Bank, 16e établissement bancaire des États-Unis. Avant d'être soutenu par le gouvernement ou carrément racheté par des établissements plus gros, plus solides, pour éviter la catastrophe. Et c'est justement l'un d'entre eux, la New York Community Bank, qui fait parler d'elle aujourd'hui. Sa valeur vient en effet de fondre de près de 70% en moins de 2 mois, réveillant la crainte d'une nouvelle crise généralisée du système bancaire occidental. Pourquoi une telle chute? Doit-on craindre une contagion à l'Europe? Quelles sont les possibles implications pour nos épargnes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. New York Community Bank. Ce nom ne vous évoque probablement rien. C'est pourtant la banque qui, il y a un an de cela, avait racheté une autre banque new-yorkaise en faillite, la Signature Bank. Nous parlons tout de même de la 3e plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine, avec 110 milliards d'actifs sous gestion et près de 90 milliards de dollars de dépôts. Et aujourd'hui, c'est donc le sauveur de celle-ci qui aurait besoin d'être sauvé à son tour. Et c'est assez incroyable, surtout qu'en avril dernier, son PDG vantait encore les montagnes de cash sur lesquelles trônait sa banque. Où est donc passé tout cet argent? Les dominos du système bancaire seraient-ils en train de tomber les uns après les autres? Pour comprendre le problème, nous devons nous intéresser à l'immobilier commercial, en particulier le secteur du bureau qui est tout simplement en train de s'effondrer. En cause, vous en avez entendu parler, l'essor du télétravail. Depuis la crise Covid, des millions d'Américains ont pris l'habitude de travailler depuis chez eux, rendant les grandes tours de bureaux partiellement inutilisées. Aux États-Unis, le taux de vacances est ainsi passé de 9,5% avant Covid à 13% aujourd'hui, et avec des projections allant jusqu'à 16,5% en 2025. Cela est énorme. Les bureaux ont donc de plus en plus de mal à se louer et les locataires actuels en profitent pour négocier des baisses de loyer. En bref, cela rapporte moins et cela impacte forcément la valeur des immeubles concernés. Les principales foncières cotées de bureaux ont ainsi vu leur valeur chuter de moins 50 à moins 80% depuis la crise Covid. Alors bien sûr, ces dernières investissent avec levier à crédit, ce qui amplifie encore la chute. Mais il est estimé que l'immobilier de bureau aurait perdu environ un tiers de sa valeur sur la période. Mais quel rapport entre l'immobilier commercial et les faillites bancaires, me direz-vous? Je ne vous apprends rien en vous disant que les financements immobiliers se font en général à crédit. Les professionnels empruntent en général sur des durées allant de 3 à 5 ans. Lorsqu'une ligne de crédit arrive à échéance, plutôt que de rembourser le capital, les opérateurs se font refinancer. Cela signifie qu'ils font un nouveau crédit pour rembourser le précédent et ils repartent sur un nouveau cycle de 3 à 5 ans. Et c'est justement là que le problème apparaît. Rien qu'en 2024, ce sont plus de 200 milliards de dollars d'immobilier commercial qui doit se faire refinancer par les banques. C'est énorme, d'autant que la situation est, disons-le, catastrophique. Les revenus liés de cet immobilier sont en diminution. La valeur des immeubles servant de garantie au financement bancaire diminue drastiquement. Et enfin, les taux d'intérêt des prêts bancaires ont largement augmenté, passant de 1 à 2% à 7% par an. Ces derniers vont donc peser lourdement dans les bilans des entreprises immobilières. Imaginons un immeuble de bureau valorisé à 100 millions. Avant crise, celui-ci rapportait 10 millions de loyers annuels. La banque finançait cet immeuble à hauteur de 50 millions avec un taux d'intérêt à 2%, soit 1 million de frais par an pour l'entreprise. Aujourd'hui, le même immeuble a vu sa valeur drastiquement chuter. Disons qu'il ne vaut plus que 50 millions. La banque a donc prêté 50 millions pour l'achat de ce dernier. Il n'y a donc plus aucune marge de garantie pour cette dernière. De plus, les loyers récoltés ont baissé. L'immeuble ne rapporte plus que 7 millions par an au lieu des 10 précédents. Et pour couronner le tout, les taux de refinancement à 7% aujourd'hui représentent désormais une charge de 5 millions par an. L'immeuble ne réalise ainsi plus que 2 millions de bénéfices pour une valeur
de 50 et un crédit demandé de 50. Trop peu de garanties et de rentabilité pour qu'une banque accepte de financer un tel dossier. Quelle solution donc pour l'entreprise qui essuie ce refus et qui doit néanmoins trouver 50 millions d'ici la fin de l'année pour rembourser la banque? Vendre son immeuble et utiliser le produit de cette vente pour solder son crédit. Seulement, tous les opérateurs étant dans la même situation, cet afflux de bureaux en vente fait qu'il n'y aura pas assez d'acheteurs en face pour absorber l'offre. Et cela fera encore davantage chuter les prix. Si bien que même s'il vendait l'immeuble en question, il ne pourrait pas en tirer les 50 millions nécessaires pour rembourser le crédit restant. Vous êtes donc devenu insolvable et la banque va donc saisir en garantie l'immeuble. Problème, si toutes les banques procèdent ainsi, cela accélère encore davantage la chute des prix. À la fin, elle ne récupère donc, disons que 30 millions, alors qu'elle avait déjà prêté 50 millions initialement, soit une perte sèche que la banque devra assumer. Cela reste gérable tant que celle-ci n'a pas trop prêté pour ce type de projet. Maintenant, si je vous dis que 60% du portefeuille de prêt de notre sauveur, la New York Community Bank, est adossé à ce type d'immobilier commercial, en d'autres termes, de la mauvaise dette, qui est prête à lui exploser à la figure en 2024. On comprend tout de suite pourquoi cette dernière anticipe des pertes importantes et effraie le marché. D'autant que, sentant le vent tourner, les épargnants commencent à retirer leur argent. 7 milliards entre février et mars, reproduisant un schéma similaire à celui ayant conduit à la faillite de la Silicon Valley Bank, tout juste rachetée. Je ne peux que vous encourager à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a un an pour comprendre les mécanismes qu'il y a derrière cela. Je vous mets bien sûr le lien dans la description sous la vidéo si cela vous intéresse. La situation est donc assez sérieuse pour les banques américaines et avant d'évoquer le cas de leurs homologues européennes, il est bon de rappeler que diversifier vos établissements bancaires est une règle vraiment saine pour la gestion de vos finances. Mais revenons sur notre crise bancaire et notamment sur l'exposition des banques européennes. La situation en Europe est meilleure que celle aux États-Unis. C'est notre cher ministre de l'économie lui-même qui nous le dit. Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous surveillons évidemment la situation de très près, mais je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique. Même si l'on peut être tenté de le croire sur parole, les banques européennes sont tout de même exposées à hauteur de 1400 milliards d'euros de prêts immobiliers commerciaux. Les pays du nord de l'Europe sont les plus exposés, notamment la Suède, la Finlande et l'Allemagne. À titre d'exemple, les taux d'occupation des bureaux allemands sont passés de 61% avant la pandémie à 40% à peine actuellement. Combiné aux hausses des taux, cela vous montre l'ampleur de la crise qui est en cours. La Banque Centrale Européenne ne s'y trompe d'ailleurs pas et met en garde les banques tous les mois à propos de l'immobilier commercial sans directement parler de crise. Il faut dire que la confiance est la clé dans ce type de situation. Une panique généralisée pourrait entraîner des retraits massifs de la part des épargnants, susceptibles de faire s'écrouler certains établissements, comme cela a été le cas aux États-Unis. Plusieurs banques allemandes sont suivies avec attention, car certaines d'entre elles sont, en plus de cela, exposées à l'immobilier commercial américain. On pense notamment à la Deutsche Pfandbriefbank, dont la valeur tangue sérieusement depuis plusieurs mois. Et ce n'est pas la seule. On peut également citer la banque Areal. Honnêtement, difficile d'émettre des certitudes. Dans tous les cas, pensez à bien diversifier vos avoirs entre les différentes plateformes, les différentes devises, mais également entre les différentes classes d'actifs. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui va vous expliquer les bénéfices d'une vraie diversification. Va la voir, elle présente des concepts indispensables à maîtriser avant tout investissement.